Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Voltigeurs en compagnie de Marc-Corentin Cotmanias, co-CEO de Mantoux. Marc-Corentin, merci de m'accueillir dans les beaux locaux parisiens. Est-ce que tu pourrais démarrer peut-être par te présenter ce qu'est Mantoux aux entrepreneurs, étudiants et dirigeants d'entreprises qui nous regardent? Ouais. Donc Marc-Corentin Cotmanias, déjà pour ce qu'il en est de TBS, promo 2012, et comme je disais il n'y a pas longtemps, effectivement, quand je suis venu dans les locaux de TBS, ça faisait quand même 18 ans que j'étais à votre place. Donc il y a quand même un petit peu d'eau qui a coulé sous les ponts C'est depuis. sûr. Merci beaucoup et merci pour cette proposition, pour le coup, d'échange. Donc Mantoux, groupe de conseil. Principalement pour le coup avec une empreinte mondiale qu'on a voulu dès le début. Et donc on accompagne l'entreprise dans leur transformation au global. Que ce soit effectivement du développeur dont va avoir besoin une entreprise sur X ou Y sujet, jusqu'au conseil des COMEX, des boards, en positionnement, en stratégie, en communication, et comme on l'est ici dans le building, qui est effectivement les buildings de l'agence Mantoux, qui accompagne les entreprises dans leur positionnement stratégique, dans la rédaction de leur rapport annuel, et dans effectivement cette brique qu'on a ajoutée. Donc aujourd'hui, on a 12 marques. On viendra sur un plan strat assez ambitieux ensuite, mais aujourd'hui, on a 12 marques qui accompagnent, que ce soit en réalité augmentée, en réalité virtuelle, en agence média, comme on peut l'avoir, en agence de communication, en événementiel, en formation, mais aussi effectivement sur nos métiers historiques qui sont le conseil en technologie. Comment est-ce que les grandes entreprises, les grands clients qu'on accompagne pour le coup, subissent ou vivent leur transformation. La première plateforme de freelance en Europe qui est aussi chez nous, qui s'appelle aujourd'hui Little Big Connection, et aussi les métiers du portage salarial, où on est dans le top 5 européen avec Portalia. Donc toutes ces marques, et je tiens à préciser une chose, issues non pas d'un build-up, comme on peut le voir beaucoup, on n'a pratiquement rien racheté, c'est vraiment issu de la croissance organique. Ça, je pense qu'on y reviendra, c'est un point super intéressant. Mais avant tout, tu l'as évoqué, ce qui nous lie un petit peu, c'est l'école de commerce à laquelle tu es entré en 2008. Est-ce que j'aimerais comprendre un petit peu quel type d'étudiant tu étais? Est-ce que tu ambitionnais déjà une carrière comme tu as pu l'avoir, sous cette forme ou une autre? Tu peux nous en parler un petit peu. Oui, je me suis posé la question beaucoup, souvent, longtemps, de ce que je voulais faire. D'accord. Je suis pas sûr d'avoir aujourd'hui la réponse. Pourquoi? Parce que, alors à l'époque, hein, c'est quand même. Moi, je fais un IUT, je n'ai pas fait de prépa. Alors, cursus, je crois qu'il est plus possible sur TBS aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Mais j'ai fait un IUT et je suis rentré à admission parallèle 1 en passant les concours de manière classique à l'époque. Et c'est début de première année où effectivement j'ai un professeur, Michel Salva, s'il se reconnaît, qui m'attrape dans les couloirs à l'époque, qui me dit tu devrais venir faire le DSCG avec moi le samedi matin, ça t'ouvrira les directions financières de grands groupes pour le futur. Moi, je ne savais pas ni ce qu'était le DSCG, ni ce qu'était une direction financière, un grand groupe, pourquoi pas, mais comme je fais une école de commerce, je ne sais pas trop pourquoi je suis là en réalité, je suis là parce que je me cherche, et parce qu'on me dit, c'est pas ce que tu veux faire, fais une école de commerce, quelque part, ça mène à tout. Donc, un IUT de 2006 à 2008, un début effectivement d'école de commerce en 2008. Et là, je me dis, pourquoi pas. Donc je fais le DSCG le samedi matin, donc ce qui enlève déjà les soirées du vendredi soir. Surtout si on veut y être, ou en tout cas, ils finissent plus tôt. Et très franchement, sans savoir, je continue, j'ai l'occasion d'aller faire effectivement un bout de temps entre New York et Toulouse, donc entre New York et Airbus, un bout en FISCA et un bout effectivement proche de l'aéronautique, cher à l'écosystème toulousain. Et le reste, quelque part, s'ensuit. À l'époque, il y a une chaire audit, et donc je commence ma carrière chez EY. Mais sans aucunement, à aucun moment, je ne sais ce que je veux faire. J'ai fait ça, ok, je vais toucher à tout, je vois plein d'entreprises, je remets pas forcément des conseils, en tout cas des rapports, j'apprends plein de choses, et peut-être avec un seul drive quelque part, qui m'a poursuivi ensuite chez Mantoux, à Maris au début, Mantoux aujourd'hui, qui est le fait d'apprendre. Je pense que c'est le seul drive, en réalité, ou le seul driver en tout cas, qui me conduit à continuer, parce que même quand j'arrive à l'époque chez Mantoux, chez EY, je me voyais partenaire, et
la vie a fait que je me suis dit peut-être qu'il faut que j'aille faire autre chose. Peut-être que ce moule-là, dans lequel rentrer, est pas ce qu'il me faut, et pas là où je pourrais m'épanouir. Et pourtant, je me voyais vraiment partenaire. Je me suis dit, non, 15 ans, je serai partenaire, c'est cool, ma carrière est faite, je n'ai pas à me poser de questions. Et au bout de 2 ans, je me dis, je vais faire autre chose. Et quand j'arrive chez Amaris à l'époque, c'est une 50aine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est gros, bien évidemment, pour tout entrepreneur qui nous regarderait, mais quelque part, c'est une petite PME internationale. Et avec un destin, moi, que j'ai jamais écrit. J'ai pas écrit ou j'ai pas ambitionné de devenir directeur financier. Comme j'ai pas du tout ambitionné des postes de direction générale et effectivement d'avoir été nommé depuis 6 mois et un premier mandat qui a commencé il y a 2 mois et demi, co-CEO de cette organisation. Je sais qu'il y a des gens qui ambitionnent plein de choses, qui ont plein de rêves. Moi, j'ai celui de me marrer tous les jours, ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, d'être dans un écosystème dans lequel on grandit, dans lequel on est capable de challenger sa hiérarchie. Je pense que c'est ça qui m'a fait ne retourner dans aucune expérience précédente. Après, tout est consultable sur mon LinkedIn de par là où je suis passé, mais effectivement, où par moment je me disais, mais j'ai des choses à apporter, j'ai quelque chose à faire. Mais en fait, c'est pas bon, c'est pas dans le moule, c'est pas dans le cadre, c'est pas dans la direction qu'on prend. Là où effectivement, j'ai eu une aventure radicalement à l'opposé. C'est ce que tu as ressenti chez EY, c'est aussi la raison de ton départ? Ouais, alors. Peut-être parce que c'est trop gros, si je t'ai rentré 10 ans avant, j'aurais peut-être une expérience différente. Mais oui, je me suis senti. Mon partenaire à l'époque m'a quand même dit, le jour où j'ai posé ma démission, m'a dit c'est con quand Mathias, tu commençais à rentrer dans le moule. Ah oui. Et ce sur quoi ma réponse a été justement, c'est pour ça que je m'en vais. D'accord, je comprends. Pas pour l'intérêt intellectuel j'ai travaillé sur des deals incroyables. Mais à un moment donné, effectivement, c'était pas moi. Enfin, en termes de perso, c'était pas moi. D'accord. Ça, tu t'en es rendu compte tout de suite? T'as pas eu peur de te lancer sur un risque et de sortir du confort ou d'une carrière tracée un peu chez EY? Oui, mais en vrai, c'est quoi le risque? De pas en prendre? Non, c'est quoi le risque tout court? Je pars de chez EY. J'avais pas mal de propal en industrie de manière générale. Au pire, je pars, ça marche pas. On va faire un bac+5. A priori, on est bankable, je sais pas, en tout cas embauchable sur le marché dans tous les cas. Oui. Donc c'est quoi le risque en réalité? C'est de se dire, en fait, je pars de chez EY, ça va pas donner ce que je veux. J'en sais rien moi. D'accord. Donc je considère pas à ce moment-là, et c'est ça dans ma question, je considère pas prendre un risque. Je considère pas que partir d'un Big Four, c'est prendre un risque. C'est tenter quelque chose. C'est vivre une expérience. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Je pense qu'il n'y a que des expériences tout court. Voilà, donc je pars, je me dis, peut-être que je finirai, peut-être que j'y arriverai pas, peut-être que je prendrai un mur, mais j'apprendrai dans tous les cas. Et je reviens vraiment, je pense que le fil rouge, j'y réfléchissais un peu, je pense que c'est ça, c'est apprendre en fait. D'accord. Tant que j'apprends, je reste, je suis stimulé. Quand je pense qu'effectivement je cesse d'apprendre, c'est plus mon ADN. Ouais. Ok, très clair. Et du coup, tu toques à la porte de chez Mantoux, Amaris à l'époque. Comment ça se passe à ce moment-là, cette transition? Alors, c'est assez marrant parce que là, je suis arrivé, là, je sais que je suis arrivé dans un écosystème qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu avant. Pourquoi? Parce que moi, je suis en transaction chez EY sur la partie fusion-acquisition. Je postule sur un job en fusion-acquisition, et cette histoire est vraie, et Olivier Bourran, notre fondateur, le sait qu'elle est vraie, il l'a déjà entendu probablement plusieurs fois. Je postule à un job de fusion-acquisition à Genève. On me rappelle pour me dire le poste est pourvu. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est du jamais vu. Pourquoi vous m'appelez? Ah non, parce qu'en fait, on a peut-être un poste de responsable financier. Et non, mais je suis trop jeune en fait. Donc, non, je pense qu'il y a une erreur. Donc, je gagne du temps et je raccroche. C'est pas une blague, hein. Je raccroche. Ouais, c'est entièrement vrai. On n'a pas les transcripts de l'époque, mais ce que je raconte est vrai. Et 24 heures après, je reçois un appel, un numéro suisse. Bon, c'est bizarre. Oui, donc, on a regardé. Si, on veut bien vous voir en entretien. Je dis, mais j'ai pas 23, donc 2 ans chez EY. Non, bac 18, oui, 23, 24, donc j'ai 25 ans. Je dis, responsable financier. Ok, je vais venir. De là, je rencontre effectivement les équipes de direction. Mais déjà, tout ce qui se passe à ce moment-là n'est pas normal. Personne ne vous appelle pour vous dire le poste est pourvu. Ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vécu ça avant. Les gens vous envoient un email pour vous dire que le poste est pourvu, mais personne ne vous appelle. Et là,
il y a un truc que je sens. En fait, et là, j'en reviens, c'est le gut feeling, il y a un truc différent. Ok. Je ne sais pas l'expliquer, le process d'entretien, ce que je peux avoir, je ne sais pas dans quoi je mets les pieds. Il y a très peu d'informations publiques à l'époque. Je ne sais pas si la boîte fait 50 millions, 200 millions, si on est 20 000 ou s'il y en a deux. J'en sais rien en fait. J'en sais rien, mais là où il y a pas mal de gens que ça effraie, encore une fois, j'en reviens, je ne crois pas prendre un risque en fait. Je me dis, ouais, c'est différent, je vais regarder. Je vais regarder ce qu'ils ont à offrir. Les mecs ont quand même passé à l'époque 5 entretiens. Passe quand même du temps à me recevoir, du temps à me faire venir. Les bureaux sont réels, les bureaux à Lyon sont réels, les bureaux à Genève sont réels, les bureaux à Paris sont réels. Je dis bon, c'est pas. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, c'est pas ce à quoi je m'attends et j'irai ailleurs. Je crois pas à ce moment-là ne pas avoir de job pendant un an, quoi. Je crois pas du tout. D'accord. Voilà. Donc tu rejoins le groupe Mantoux à Maris, la direction financière. Quel est ton rôle? Quels sont les enjeux? Parce que je sais aussi que tu avais un rôle important à jouer à l'échelle internationale. Comment est-ce que ça se passe? Tout est allé super vite. Je rentre sur la France. Je commence à toucher quelques sujets de mon expérience, de l'expérience en contrôle de gestion que j'ai, des idées que j'apporte, des gens avec qui je travaille, des directeurs avec qui je travaille. Je me dis, marche pas mal, mais en fait, tout s'enchaîne. On me propose, ça fait 2 mois et demi ou 3 mois que je suis là, me dit, ouais, en fait, tiens, c'est pas mal ce que tu as fait là-dessus, va regarder en Pologne comment ça marche. Si vous voulez, je me retrouve à partir à Varsovie le jour lendemain. Ok, je vais regarder. De là, la Pologne, en fait, c'est pas mal ce que tu as fait, prends la Roumanie. D'ailleurs, on lance l'Écosse. Mais en fait, moi, de 2013 en réalité, ouais, je pourrais mettre un point d'orgue. Je suis nommé CFO du groupe, j'ai 29 ans. Mais même malgré ça, de 2013 à 2023, je pense qu'il y a 10 ans. Alors il y a le Covid qui passe par là, c'est encore une période particulière, mais moi je vois rien en fait. Je vois rien passer, c'est-à-dire que je me pose déjà aucune question. Je me dis, on lance des centres de services partagés, ce qu'on appelle des hubs chez nous. À cette époque-là, en 2014, je suis une semaine toutes les 3 semaines en Roumanie pour embaucher des gens. Il y a des semaines entières, je ne fais pas de finance. Je fais du management, j'encadre des gens, je confie des responsabilités à des équipes. Et encore une fois, tout va très vite. Jamais je me dis, mais est-ce qu'il y aura un hub? Est-ce qu'on va mettre un deuxième hub, un troisième, un quatrième? J'en sais rien. Mais en fait, cette expérience en Roumanie, je la fais, ça dure 9 mois. Pendant 9 mois, une semaine toutes les 3 semaines, je suis en Roumanie. J'ai à peine, à peu près, je ne vais pas dire sécuriste, un bien grand mot, mais en tout cas, ça tient à peu près. On reproduit la même chose au Vietnam, avec toute la partie contrôle de gestion. C'est déjà pas fini qu'on reproduit la même chose à Maurice, parce qu'on se rend compte qu'en fait, il nous faut des francophones et que Maurice est un endroit parfait. Et jusqu'au jour où on se retourne, et je regarde tout le monde, et en fait, le bilan de ça, moi, sur la direction financière, c'est que quand j'arrive chez Amaris à l'époque, Mantoux ensuite, c'est 27 personnes. Quand on commence à discuter de la suite de la direction générale et du plan qu'on va monter avec Constance, et donc du directeur financier que je vais chercher pour le groupe, il récupère 254 personnes. Donc en fait, ce que je tends même à expliquer aujourd'hui, c'est que j'aurais monté en réalité après EY, une société qui délivrait des services financiers au groupe Mantoux. J'aurais fait exactement le même job, j'aurais créé une boîte, et j'aurais vendu des services financiers. C'est 254 personnes sur 21 pays. C'est une vraie PME qui est montée. Mais ça, on s'en rend compte, ça peut paraître fou, mais quand on est dedans, on est dedans. Moi, je ne comptais pas les gens, je comptais les projets qu'on délivrait, je comptais la qualité de la comptabilité, la relation avec nos commissaires aux comptes, comment est-ce qu'on publie nos comptes, bref, tout l'opérationnel quelque part. Et c'est intéressant parce que on pourrait avoir tendance à croire que la partie financière ou les directeurs financiers dans un groupe ou une entreprise en général, c'est plutôt chargé d'exercer un contrôle sur ce qui se passe. Toi, j'ai le sentiment que tu t'en es plus servi pour viser de la croissance. C'est quoi cette différence de mindset que tu pouvais avoir? Alors, moi, je ne serais pas resté pour faire un job de back-office. J'avais été très clair en passant mes entretiens à l'époque. Moi, ce qui m'intéressait effectivement, c'est comment est-ce que on est proactif. Comment est-ce qu'on fait quelque chose? Comment est-ce qu'on aide nos patrons à décider? Voilà, donc effectivement, soit on subit ce qui se passe, soit effectivement on drive quelque part les décisions qui vont être prises. Moi, ça a toujours été mon positionnement.
Et je pense que c'est probablement un peu ça, dans mes expériences passées, où on m'a quand même souvent dit, reste à ta place. Oui. Là où ce que j'ai rencontré, et ça fait 13 ans bientôt que je suis là, c'est il n'y a pas de limite au challenge. Donc effectivement, et quand nous on est vraiment un contrat cyclique, on n'a jamais levé de fonds, on est indépendant. La seule chose effectivement, c'est des banques qui nous font confiance, c'est pas d'entrer en bourse, il n'y a rien de tout ça. Un qui existe, deux qui est prévu. Et je me suis levé, ça a été mon driver, mon moteur, tous les matins, pour faire en sorte qu'on reste indépendant. D'accord. Ça a été un des enjeux. Donc forcément, à ce moment-là, quand on appelle un patron, on lui dit, j'en sais rien, il y a des factures qui ne sont pas payées, on a besoin, ça garantit l'indépendance du groupe. En fait, on ne se retrouve pas comme le directeur financier qui, en fait, embête ses patrons, mais en fait, pardon l'expression, mais c'est la priorité de personne. Moi, je me retrouve, quand je donne un point d'alerte, c'est un vrai point d'alerte, parce que c'est une alerte de par la structure et de par le qui on est. D'accord. Du coup, même en tant que CFO, tu prends part à la stratégie du groupe dans un sens. Et du coup, ma question, c'est que du coup, par la suite, tu deviens VPE, donc vice-président exécutif du groupe. Est-ce qu'il y a une réelle différence entre ces deux postes à ce moment-là, du coup Non, c'est... La différence, c'est sur la partie, effectivement, c'est exécutif VP en charge de la finance, donc c'est le comment est-ce que notre directeur financier arrive, le comment est-ce qu'effectivement, à ce moment-là, je récupère aussi la direction de l'IT, donc c'est plus le fait d'avoir des problématiques un peu plus diversifiées, on va dire, mais tout reste essentiellement connecté. D'accord. Le vrai changement, c'est pour les prendre la direction générale du groupe. D'accord. Quand tu parles de direction générale du groupe, en juillet dernier, il me semble que tu prends cette direction conjointement avec Constance Nevoré. Comment ça se passe, cette passation du fondateur, Olivier Brouran, à vous, en tant que co-CEO? Alors, c'est vraiment très particulier parce que, comme tu l'as dit, c'est le fondateur. Donc, c'est pas neutre. Et en fait, on a quand même mis du temps, je vais le dire comme ça, je ne sais pas si c'est à dire oui, en tout cas, à fonder le plan. Parce que je ne me rends pas compte, je n'ai pas été concerné, mais d'une direction générale à une autre, c'est un projet qu'on veut porter, d'intérêt qu'on veut défendre. Nous, avec Constance, quand on se dit on y va, la seule question, parce qu'on est tous les deux dans la boîte depuis 13 ans, donc c'est pas un sujet de connaître la boîte, de connaître les gens, mais c'est le comment on y va. On passe après notre fondateur, qui a tout porté à bout de bras pendant 18 ans. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Une des slides qu'on avait appelé sur le titre d'une des slides, quand on avait fait le plan de passation, en tout cas le plan de présentation sur ce qu'on voulait porter à Olivier, c'était structurer l'opportunisme. Je pense que ça résume assez bien, quelque part, la discontinuité de notre plan dans la continuité. Pourquoi? Parce que la grande question pour nous, c'est ce comment-là. On sait pourquoi on est là, ça fait 13 ans qu'on est là, on sait ce qu'on porte, on sait ce qu'on veut défendre, mais comment on y va sans être copie conforme du fondateur? Parce qu'à ce moment-là, notre mandat, il n'a plus d'impact en réalité. Tout le monde aurait dit, ah oui, mais en fait, c'est copie conforme d'Olivier, autant qu'il reste en réalité, autant qu'il reste, qu'on soit Chief Operation Officer, et qu'on continue les opérations comme si de rien n'était. Donc à partir du moment où on se dit, d'ailleurs nous on ne se l'est pas dit, on nous l'a proposé, on nous dit non mais demain vous partagez la direction générale, comme son nom l'indique, on doit donc acter une direction. Et donc qu'est-ce qu'on acte? Qu'est-ce qu'on veut porter, de quelle manière? Et donc avec une croyance très forte, qui est qu'on a fait de 0 à 1 milliard d'une certaine manière, portée par Olivier. Ce sera impossible d'aller faire de 1 à 3, de 1 à 5 ou de 1 à 10 de la même manière. D'accord. Voilà, et parce que ces recettes-là, ce que je disais très rapidement en introduction, aujourd'hui on a 12 marques, on partira petit à petit vers tout regrouper sous le chapeau Mantoux. Donc ça c'est à horizon 2027. Et donc effectivement, ça fait partie quelque part de ce plan-là, qui est en fait, quand on est petit, qu'on est une grosse PME ou une petite multinationale, le plus de marques on adresse, le plus de clients on récupère. Quand on arrive à une taille importante, on ne peut plus adresser. Pourquoi? Parce que la première question de nos grands clients, c'est qui mon interlocuteur? Donc si là on leur dit, vous avez un interlocuteur sur Little Big Connection, sur Portalia vous appelez cette personne, sur Amaris vous appelez cette personne, sur Novella vous appelez cette personne, sur l'agence vous appelez cette personne, et personne ne passe déjà 5 coups de téléphone pour bosser avec un client. Donc en fait on arrive à une limite. Quand on est petit et qu'on adresse
15 missions ou 15 projets différents, ça pose strictement aucun problème, il y a 15 interlocuteurs, voilà. Mais dès qu'on commence à atteindre des volumes de chiffre d'affaires importants, les clients, en fait, ça remonte dans les CRM ou dans les systèmes, quelque part, de fournisseurs de nos clients. Et donc, effectivement, ils disent, mais ça, c'est le même groupe, c'est le même groupe. Et donc, en plus, ils peuvent se dire, on a été berné quelque part. Deux, mais c'est qui notre interlocuteur chez ce client-là? Donc, en fait, et c'est pour ça qu'on en revient vraiment sur le fait qu'on a fait ce 0 à 1 milliard d'une manière. Et probablement que si c'était à refaire, il faudrait refaire exactement la même chose. Mais la suite du 1 milliard et plus, il fallait qu'on trouve, nous, comment est-ce qu'on la porte et comment est-ce qu'on l'adresse différemment. D'accord. Ça, c'est intéressant parce que du coup, tu parles là du plan Accelerate 2030 pour passer de 1 à 3 milliards. Je me posais la question de pourquoi ce chiffre de 3 milliards et au-delà du coup de cette restructuration dont tu viens de parler, est-ce qu'il y a d'autres points qui permettent d'aller dans cette direction? Alors, le chiffre, il ne sert pas à grand-chose en réalité. Le chiffre, il sert plus à axer une taille ou à parler d'une taille et à dire qu'on veut grossir. Mais quand on regarde, ce n'est que 25% de croissance par an, premièrement. Si je prends l'histoire du groupe, on a fait plus que 25% de croissance par an sur 3, 4, 5, 6 ans, sans aucune difficulté. Donc déjà, si on le ramène à la réalité, ce n'est que 25% de croissance. De deux, en fait, ce chiffre, ça peut très bien être 2 milliards. Sur un malentendu, ce sera peut-être 4. Ça, c'est très ambitieux. Mais je ne sais pas ce qui peut se passer sur le marché et ce qu'on fera. Mais c'est plus se dire que nos clients grossissent. On est sur un marché qui se concentre. On a vu la disparition d'Altran racheté par Capgemini. On a vu tout un tas de sociétés sur nos secteurs. Je parle de ce qui est coté et public. On a vu effectivement AK Technologies racheté par Adecco. Donc on voit beaucoup d'entreprises historiques de certaines tailles. On a eu la fusion de Sopra Steria, qui effectivement ont disparu. Et donc ont disparu pour devenir des acteurs plus gros. Qui dit acteur plus gros dit capable d'accompagner les clients, soit à plus d'endroits, soit sur plus de lignes métiers. Comme je le disais au début, nous on a toujours été internationaux. Donc ça c'est l'avantage, on a 63 pays matriculés, on est capable de délivrer. Aujourd'hui on accompagne nos clients sur à peu près 80 pays, mais on est immatriculé avec des forces en présence locale sur 63 pays. Donc ça c'est quelque chose qui a toujours été acquis, mais ce qui fait qu'il y a des pays dans lesquels on a 20 personnes. Donc en fait, donc sous cet esprit-là de 3 milliards, c'est comment est-ce qu'effectivement on est plus gros pour être plus stable, pour garantir notre indépendance économique, notre indépendance financière, et montrer aussi à nos clients qu'on est là pour les accompagner. Et donc ça, pour nous, c'est important, on le voit sur des clients aujourd'hui, c'est important pour eux de montrer qu'effectivement on ne va pas disparaître demain. Et donc avec une approche, c'est comment est-ce qu'on est effectivement cette alternative-là internationale au mastodonte du secteur. D'accord, ok, très clair. Et le volet maintenant, parce qu'on parle maintenant d'actualité ou d'autres cabinets de conseil, le tournant actuel qui est celui de l'intelligence artificielle, comment est-ce que déjà d'une part Mantoux le prend et de façon plus globale, comment est-ce que tu le vois dans le conseil? Comment est-ce qu'une boîte qui prend ce tournant sera dans 10 ans, tandis qu'un cabinet de conseil qui ne le prend pas, à quelle échelle il sera? Ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, l'IA et la Gen AI, il y a quand même beaucoup de sujets là-dedans. C'est plus devenu quand même un mot fourre-tout qu'une problématique en soi. Et il y a plusieurs sujets. Au niveau des équipes, si on prend l'interne, c'est un vrai tournant. Aujourd'hui, l'utilisation de l'adoption de l'AI, c'est bien plus grand que Google en tant que moteur de recherche. C'est l'accès à quelque chose qui est facilité, qui est vraiment l'agglomération. Enfin, déjà, Google était pour moi, sans faire le vieux con, un accès à... J'ai plus besoin d'apprendre à chercher dans une encyclopédie ce que toi, tu n'as pas appris, premièrement. Donc déjà, c'était agglomérer effectivement énormément de choses. À aujourd'hui, c'est... tu as la question, la réponse documentée, recherchée, enfin voilà. Et donc, votre enjeu, vous, le nôtre aussi, c'est comment est-ce qu'on prompte correctement pour avoir la bonne réponse. Parce que sinon, effectivement, il y a des approximations. Et ça, le tournant que ça acte en entreprise, sans parler de nos métiers, là, je vais vraiment être focus sur nous, c'est la fracture de Gen AI qu'il va y avoir entre ceux qui utilisent et ceux qui n'utilisent pas. Ceux qui utilisent auront accès à une info et une documentation bien plus rapidement. Ceux qui n'utilisent pas
pour le coup, vont se faire dépasser à un moment. Ça, c'est écrit, pour le coup. Donc ça, c'est un premier enjeu qu'on se doit, nous, en tant effectivement que de direction d'entreprise, d'arriver à engager les équipes. Tout le monde dira très souvent pour des raisons de coût. Là, c'est aussi pour des raisons de qualité, d'efficacité. C'est que demain, un email en anglais ne peut plus être rédigé avec des fautes de grammaire ou des fautes d'orthographe. Ça n'existera plus. Et si ça existe, c'est un souci. Mais comme nous, aujourd'hui, on est capable de faire des speeches. Alors, en réel, ça ne marche pas encore très bien, mais en enregistré, en plusieurs langues. Moi, quand j'interviens en Turquie, par exemple, le fait que nous, on ait des bureaux en local, pour le coup, pour adresser les équipes turques, bah, si demain, je suis capable de refaire le speech sur Accelerate, qui est le plan strat du groupe, traduit en turc, bah, ça aura forcément plus d'impact qu'effectivement qu'en français ou en anglais. En français, de fait, non, mais en anglais. Et donc ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que l'AI, on va le trouver partout. Il n'y a aucun métier aujourd'hui qui ne sera pas touché par l'AI. Et donc, qu'est-ce qu'il en fait? Le métier du contrôle de gestion, des tableaux, des analyses, des warnings, sortira de partout, en fait. Et donc, à la fin, c'est là que je parle de rupture, c'est qu'il faudra les bonnes personnes qui les analysent, qui posent des bonnes questions, qui challenge et qui regardent. Mais là où, avant, un contrôleur de gestion cherchait l'erreur, l'analyse, l'écart, demain, tout ça sera pré-mâché. Donc, à challenger, certes, mais pré-mâché. Donc, il y a un énorme, et je peux vous prendre tous les métiers des fonctions support chez nous, que ce soit le légal, le HR, la finance, le marketing, tout le monde est concerné. Alors, il y a 3 ans, c'était encore un peu balbutiant, ça n'arrivait pas à lire des tableaux, ça n'arrivait pas à faire des additions. Maintenant, enfin, des tableaux de discounted cash flow, ChatGPT, ça marche très bien, hein. Il n'y a aucune erreur. Hein. Donc ça, c'est le premier sujet. Et ensuite, il y a comment est-ce qu'on adresse effectivement cette transformation chez nos clients, comment est-ce qu'on aide et comment est-ce qu'on accompagne nos clients à réfléchir à des use cases, à résoudre des use cases, et comment est-ce qu'effectivement, quelque part, on s'autodisrupte dans ce qu'on était amené à faire, qui est qu'avant, quand on faisait de la maintenance de systèmes et réseaux sur les réseaux 4G, 4G+, 5G, 5G+, on faisait de cette manière. Et nous, on doit se renouveler pour apporter à nos clients des nouvelles solutions. Mais donc, c'est au centre de tout. Vous avez, si je prends l'agence, c'est marrant, on a les 2 effets. On a des clients en créa qui ne veulent pas voir d'AI. Ils veulent que ça vienne de nous. Okay. Et des clients qui vous disent, vous me sortez 22 ébauches en 3 jours. Ah oui. Vous avez des outils, vous débrouillez, maintenant je veux 22 ébauches et plus 4. Voilà. Et donc, on a ce parallèle en réalité qui existe. Et donc, tous les métiers se transforment, que ce soit la techno, que ce soit la créa, que ce soit effectivement la réalité augmentée, la réalité virtuelle encore plus. Voilà, la partie, nous aujourd'hui, on avait développé par exemple sur la plateforme de freelance B2B Connection un matching des offres et des profils. Et maintenant, on peut aller 10 fois plus loin avec les AI. On peut aller voir qu'est-ce que les gens ont fait. On peut aller regarder effectivement sur LinkedIn leurs compétences. On peut rajouter les hobbies. En fait, on peut rajouter énormément d'infos et qui fait que via des petits moteurs de Gen AI, qui va être capable de dire « Ah ben, cette offre-là, cette situation-là correspond mieux à ce freelance. » Et donc, poussons-lui ça, proposons-lui ça. Et comme tu dis, du coup, c'est au centre de tout, de tous les métiers. Il y a une rupture, un tournant qu'il faut prendre, qui peut être une énorme opportunité du coup pour les entreprises ou les cabinets de conseil. Il y en a certains aussi qui le verront de façon plus pessimiste, comme une suppression de postes. Je sais que ça se passe aussi dans certains cabinets. Comment est-ce que toi tu perçois ce point-là? Si on prend aujourd'hui, il y a 2 approches. Il y a effectivement ce qu'on peut lire dans la presse, de par plein de cabinets connus. Et ce qu'on lit des études, pas de marché, mais techniques, on peut prendre un Harvard Business Review qui est assez avancé sur le sujet, où on se rend compte qu'aujourd'hui, l'IA en entreprise, puis l'IA en entreprise, ne génère pas encore d'économie d'échelle, ne génère pas encore de ROI. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on est sur des systèmes qui sont complexes. Nous, on pousse les équipes, on entraîne les équipes. Bien évidemment, et là j'en reviens, c'est qu'avant, là où le client voulait 4 ébauches, maintenant il en veut 22. Là où moi, avant, j'avais des analyses du contrôle de gestion, mais 1, je les veux plus vite, 2, je les veux plus juste, 3, je les veux plus argumentés. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le relise. En fait, je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait des vraies suppressions de postes. À cause de ça, donc ça c'est sur le côté salarié ou employé, et si je mets côté entreprise, ou grâce à ça, j'y crois pas. J'y crois pas, parce qu'aujourd'hui on est tous allés chercher beaucoup plus de qualité, beaucoup plus de volume de production. Sauf que tout ça, il faut le relire, parce que si on clique juste sur envoyer, il y a quelques cabinets qui se sont fait épingler récemment, si je prends l'Australie ou les US pour ne pas les citer, ils ont juste fait cliquer sur envoyer.
Il y a un article qui fera peut-être marrer les étudiants. Il n'y a pas longtemps, sur Forbes France, il y avait un article avec la fin de ChatGPT qui est si vous voulez ce document en PDF. Il y a des journalistes qui postent ça. En fait, donc oui, il fait 5 articles de plus parce qu'avant, dans sa lettre d'objectif, il fallait qu'il fasse 3 articles. Maintenant, on lui demande d'en faire 5. Mais en fait, il a gagné en productivité. Donc les sites web ou les magazines comme ça, même en ligne, publient plus. Mais il n'y a aucun journaliste qui s'est fait licencier au milieu. Enfin, je n'achète pas le sujet. Et si on prend le métier du dev, donc du développement, à aujourd'hui, nous, ce qu'on voit quand même à l'échelle, c'est oui, il y a des développeurs qui vont gagner 60, 75% de temps. Mais avec le but, c'est de réemployer ce temps qui était manquant sur de l'architecture, sur de la connectivité, sur aller faire plus, parce que tout ça, il faut le tester après. Donc à aujourd'hui, le jour où on aura un seul développeur, plein de robots, Sam Altman, je crois, a publié, je rêve de voir la première société valorisée à 1 milliard avec un seul salarié. C'est intéressant comme objectif. On part quand même en entreprise sur des systèmes qui sont complexes. On le voit, tous les sujets que vous toucherez plus tard, que ce soit des écosystèmes sur SAP, sur Oracle, même sur Microsoft Dynamics, c'est complexe en réalité. Donc, moi aujourd'hui, j'y vois uniquement des opportunités. C'est sûr que vos jobs, nos jobs vont changer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a aucun doute sur le fait que les gens qui ne savent pas utiliser ça, s'ils ne se forment pas, il y aura une énorme fracture. Le gouvernement de Singapour publiait le fait que tous les gens de plus de, je ne sais plus combien, 40 ou 45 ans, sont formés aux frais du gouvernement à l'AI. Je pense que c'est super important. Mais demain ce sera le cas. Demain les frigos seront connectés. Demain vous recevrez vos courses parce que vous buvez du lait tous les matins et que c'est le frigo qui lira ça en fait. Sans que la bouteille soit posée au même endroit dans le frigo. Voilà, ça fait partie de l'évolution. À la base, un outil comme ChatGPT, c'est assez intéressant. N'aurait pas dû sortir au grand public. Ça fait très longtemps que c'est développé en réalité. Avec les LLM, ça fait des années que ça existe. Et toute la partie qui est des machine learning, qui est assez proche de ce qu'on a aujourd'hui, ça fait longtemps que ça existe. C'est sorti, ça change les usages, mais c'est pas, pour le coup, sans créer de problème. J'ai un ami qui est avocat, qui me disait, on n'a plus trop besoin de stagiaires parce qu'effectivement, le job de recherche est fait maintenant par des moteurs de GenAI. Ouais, mais qui c'est qui forme les seniors? Parce que c'est les juniors qui devenaient seniors. Donc en fait, et comment on fait pour les faire devenir seniors? Donc en fait, c'est pour ça que oui, il y a beaucoup de com, oui, les gens en parlent beaucoup. Je pense que ça permet aussi à certaines entreprises de se dire, mais en fait, ça, il y a peut-être plus besoin. Je dis pas qu'il n'y a pas de suppression. Je dis juste que aujourd'hui, c'est pas tout blanc ou tout noir. Là où c'est tout blanc, c'est que oui, il va falloir que tout le monde sache comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec, et tous les cas d'usage. Ok. Là, du coup, on a parlé un peu de Mantou, du conseil en général et des différentes tendances et des enjeux futurs. J'aimerais revenir un peu à toi. Si tu portes un regard rétrospectif sur ta sortie d'école jusqu'à maintenant, si tu devais retenir un moment, je sais pas, où tu as eu une expérience, une prise de conscience un peu marquante, si tu peux nous en parler. Oui, j'avais notre fondateur qui m'avait dit l'année où j'ai pris la direction financière, donc c'était un an après, donc je devais avoir une trentaine d'années, il dit ça change quoi? J'ai répondu, t'es tout seul. La prise de conscience, c'est quand tu te lèves le matin et tu sais que tu as tous ces gens-là, qui t'aiment ou qui t'aiment pas, c'est pas le sujet, mais qui te suivent. Et que ce que tu fais a un impact. Okay. Et ça, c'est la vraie prise de conscience parce que aujourd'hui, on est deux avec Constance, ce qui est en réalité très très confortable. Et parce qu'effectivement, on peut quand même se challenger, discuter, prévoir plein de choses. Effectivement, quand j'ai pris direction financière, c'est vraiment le sujet qui est, demain matin, je me lève, on décide ça, on part dans cette direction, on lance tel projet. Il y a plein de gens qui travaillent là-dessus. Quand je me levais, il y avait 254 personnes, tous les matins. On n'est pas à l'armée, qui ne sont pas à mes ordres, mais et donc effectivement qu'on engage pour aller travailler sur des projets. Et quand on se déplace sur différents bureaux, quand on arrive à Maurice, quand on arrive au Vietnam, quand on arrive en Tunisie, quand j'arrive à Medellín en Colombie, ouais, ça a un impact énorme en fait. Prise de conscience sur l'impact que tu avais, ouais. Le mouvement que tu crées derrière une décision. Parce que tant qu'on travaille tous les jours, on ne se rend pas compte en réalité de tout ça. C'est jusqu'au jour où on se dit, mais ouais, en fait, on ne peut pas aller faire travailler les gens dans le vent, on peut aller faire travailler sur
la partie expérimentale, oui, mais il faut les engager, il faut informer. Et donc, c'est là que souvent, je l'ai dit, il y a plein de jours où, en tant que directeur financier, je ne faisais pas de finance. Mon job, c'est trouver les bonnes personnes pour bosser sur les bons projets. Et malgré le fait que le titre soit directeur financier, non, ça ne marche pas comme ça, parce qu'en fait, on peut s'arrêter à la technique. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. D'accord. Et est-ce que, maintenant de là où tu es, en tant que co-CEO de Mantoue, tu aurais peut-être un mot à dire, ça fait un peu cliché, mais au toi d'avant, un mot que tu aurais aimé, une idée, une notion que tu aurais aimé connaître à 22 ans pour te lancer d'une différente façon? Moi, j'en ai deux, j'en ai une pour moi et peut-être une pour les gens qui regarderont ce podcast. Ouais, la mienne, ça serait croire en toi. Et celle pour les gens qui nous regardent, et je pense que ça sera la vraie distinction pour demain, c'est faites. Au sens faire, au sens action. Aujourd'hui, pour moi, c'est la grosse différence qu'on voit. J'ai eu un prof en école qui commençait une étude de cas sur la partie retournement d'entreprise. C'est trois quarts d'une page, donc c'est un cas qui n'est pas très compliqué. La question à la fin, c'est qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez répondre à cette question qu'avec des verbes d'action. Donc c'est très intéressant parce que oui, je vais appeler quelqu'un, non mais tout ça c'est pas faire. Là, il y a un problème, j'en sais rien, retournement d'entreprise, problème de trésorerie. Qu'est-ce que tu fais? Tu appelles tous les clients pour te faire payer et tu leur donnes une date. Tu envoies 18 recommandés. Tu arrêtes de payer tes fournisseurs. Tout ça, c'est des actions. Et pour moi, c'est la grosse différence aujourd'hui en entreprise, c'est qu'il y a des gens qui ont fait quelque chose. Et on parle, si on prend les articles aujourd'hui, sur le monde corporate, oui, les réunionites, les machins, on voit bien qu'il y a des gens qui passent du temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Mais à la fin de la journée, c'est quoi l'impact qu'ils ont eu sur l'organisation? La réalité n'est pas toujours très glorieuse. On voit, il y a plein d'entreprises qui font énormément de réunions. Et oui, ok, mais ils ont fait quoi à la fin? Et vraiment au sens faire. Et donc pour moi, c'est le vrai sujet. Et ça, c'est ce qu'on a vécu pendant le Covid. Et souvent, on l'oublie. C'est qu'une mauvaise décision maintenant est meilleure qu'une bonne dans 3 semaines. Parce qu'en fait, si on décide, qu'on agit, on considère, on ajuste, on peut revenir dessus. Tant que ça va vite, on s'en sort. La bonne dans 3 semaines, mais il n'y a peut-être plus de projet, il n'y a peut-être plus d'entreprise, on n'a peut-être plus d'argent. Donc c'est très bien, on a tout assessé, on a fait tous les plans, mais tout ça, est-ce que c'est faire tout ça? Non. Tout ça, c'est estimer, regarder, déterminer. Mais qui a décidé quelque chose là-dedans? Personne. La réalité, c'est celle-ci, personne. En revanche, effectivement, celui qui a fait, oui, il peut se tromper, mais il réajuste, il embarque les équipes, on fait attention que ça aille pas trop loin, on expérimente, on teste, et ensuite on décide si on applique. Alors que si on attend 3 semaines ou 3 mois pour tester, ça peut être, dans un certain monde, trop tard. Quand est-ce que tu as eu cette prise de conscience ou ce mindset? Est-ce que tu t'en es rendu compte? Quand on commence à avoir beaucoup d'équipes, beaucoup de gens, on se rend compte qu'en fait, il faut qu'on arrive à garder un dynamisme. Il faut que ça avance. Et donc, l'avancée, c'est l'herbe d'action. Dès qu'on a des équipes, oui, on fait ça, oui, ok. Mais à la fin, ça je me souviens, c'est à la fin, est-ce que les comptes consolidés du groupe sont produits? Est-ce que tel patron, il a eu tel reporting pour décider? Est-ce qu'on a fait ça? Alors, moi, j'en reviens, et je pense que c'est ce qui drivera en partie notre mandat avec Constance. Je parle pour elle, mais je suis assez confiant sur le fait qu'on soit aligné là-dessus. C'est effectivement, c'est faire bouger, faire avancer. Peut-être ça peut être un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est la vie, mais il faut que ça bouge en fait. Tant que ça bouge, les gens se sentent aussi investis dans une mission, vous accompagnent. Et se tromper, ça peut arriver, c'est pas grave. Mais il faut juste vite défaire pour vite continuer. D'accord. Donc c'est le message que tu aurais adressé à un étudiant, à un entrepreneur, à un dirigeant d'entreprise, c'est de faire, passer à l'action directement. Ouais, parce que même vis-à-vis des clients, on se positionne, c'est pas bon, on prend le sujet, on réajuste, on a un feedback. On a eu un gros client il n'y a pas longtemps qui nous a dit, on a reçu un mail automatique qui est vous n'êtes pas sélectionné pour le référencement. Notre premier réflexe, c'est de les appeler. Donc soit vous êtes patron de projet, vous apitoyez sur votre sort, j'ai pas été pris. Et là, j'en reviens vraiment. Ok, mais qu'est-ce que tu as fait?
Ah ben j'ai pas été pris, c'est pas ma question. Qu'est-ce que tu as fait? Mhm. Ah ben. Et la réponse, très franchement, est souvent rien. Ok. Nous, ça nous est arrivé. Ça veut pas dire que ça aurait marché. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé, on a demandé un rendez-vous avec le patron des achats. On a escaladé le sujet, on a monté un meeting, il nous dit ah, vous avez raison, vous êtes dans le référencement. Ça aurait pu ne pas marcher. Il y a des moments, on escalade, ça arrivé il y a 2 ans, on a tout fait, vraiment pour le coup, on a monté des réunions, on leur a expliqué, on leur a démontré qu'on avait raison. Voilà. On n'a pas gagné, c'est pas grave. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on a fait? Plein de choses. Et des fois on fait, ça marche, des fois on fait, ça marche pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en ne faisant pas, il n'y a personne, il n'y a aucun monde dans lequel, c'est comme jouer au loto, hein, il n'y a aucun monde dans lequel quelqu'un vous appelle. Oui, donc pour l'email là, du référencement ou de l'appel d'offres, en fait on a changé d'avis, on vous prend. Ça n'existe pas. Hein. Donc, Ouais. c'est là, et moi souvent c'est la question aux équipes. On a une mauvaise. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? Ok, si tu as fait tout ça, ok, réfléchissons à ce qu'on n'a pas fait, qu'on peut faire, auquel on peut réfléchir, auquel on peut remettre en question. Ça c'est vraiment le mindset, et je pense que ce mindset-là crée le mouvement, crée la dynamique et crée l'entrain en fait. D'accord. Ok. Marc-Corentin, merci beaucoup pour ce partage d'expérience personnelle, professionnelle, de mindset. Je pense que vous finissez sur une bonne note, celle de passer à l'action, de faire les choses. Il y a une question que j'aime bien poser en fin d'échange, que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce que tu verrais comme prochaine invitée pour un épisode des Voltigeurs? Est-ce que tu as une personne en tête que tu aimerais voir assis face à la caméra? C'est une bonne question ça. Je pense aller chercher en dehors de votre zone de confort, pas forcément qu'un écosystème. Alors nous on est multinational mais avec une base francophone si on se dit les choses, on est quand même beaucoup de Français, en tout cas à la gouvernance de l'entreprise. Je pense aller chercher quelqu'un, pas un Frenchie aux US, c'est encore différent, et encore, c'est assez intéressant, mais aller chercher un peu en dehors des frontières. D'accord. Nous on est en Suisse, mais ça reste quand même assez proche culturellement. Aller chercher plus l'Est de l'Europe, les US, l'Amérique du Sud. Vous trouverez des alumni, j'ai pas trop de doutes. C'est encore différent. C'est encore différent. Moi, j'étais avec un entrepreneur aux US là, il y a 2 semaines qui me disait mais en fait, quand je vais en Europe, que je vois une analyse, je reçois l'analyse 1 semaine, 2 semaines après, ça a été relu. Aux US, quand je vois une analyse, 2 heures après, j'ai un draft sur mon bureau. Et vraiment, en termes de mindset, là, je reviens vraiment sur la notion d'action, c'est différent. D'accord. C'est différent. Moi, je vois des gens sur l'écosystème nord-américain et sud-américain aussi être beaucoup plus sur le côté test and learn. Non, mais je te remets ça. La note n'est pas définitive, mais je te remets ça. En France, le syndrome des grandes entreprises, c'est de recevoir une note qui a été relue par 22 personnes. Tout le monde a ajouté sa petite note, son point, sa virgule, son paragraphe. Et à la fin, on a un truc, ok, mais c'est 3 semaines trop tard en fait. Nous, on voulait juste un draft pour savoir comment avancer. Donc, allez chercher un peu quand même des gens qui ont des parcours et des histoires un peu différentes. D'accord. Un profil plutôt non francophone, non. Ouais, qui peut être francophone, mais qui a grandi ou qui a évolué dans un écosystème qui est plus loin de l'écosystème Europe occidentale, on va dire. D'accord. Ok. Voilà. Marc-Corentin, merci beaucoup pour notre échange. Et puis, je vous souhaite le meilleur. Merci Thomas. Bon courage à vous tous. C'est de belles années TBS, donc, Oui, c'est sûr. donc profitez-en, allez-y. Et non, un mot pour la fin, en revanche, franchement, régalez-vous, marrez-vous. J'ai dit il n'y a pas longtemps. Je trouve que je le vois pas assez souvent. Moi, je vois des gens, des fois, discuter des bouts de gras sur des bouts de salaire. Franchement, allez dans l'expérience qui vous fait marrer, allez dans la boîte qui vous fait marrer, allez dans le truc qui est différent. Il y en a pour tous les goûts, mais trouvez chaussure à votre pied, je pense que c'est le plus important. D'accord. C'est là où vous marrez, c'est là où vous pourrez. Que la boîte soit grosse ou petite, c'est même pas le sujet, mais c'est là où vous pourrez vous développer. Et je pense que c'est ce qui est super important. Très beau message. Merci Thomas. Merci beaucoup.